Un vétéran sans abri face au jugement. Mais lorsque la juge le reconnaît, tout bascule. Il entra dans la salle d'audience menotté, les yeux rivés au sol. Son corps était frêle, son manteau déchiré et délavé, comme s'il avait traversé toute une vie de misère. Ses chaussures tombaient en morceaux, sur un pied. La semelle avait presque disparu, le forçant à boiter. Son visage racontait une histoire, non seulement de vieillesse, mais d'oubli. Il ne paraissait pas dangereux. Il ressemblait plutôt à quelqu'un que personne ne remarquait jamais. Marco Bianchi, 73 ans, sans domicile, était accusé d'intrusion. Son crime, avoir tenté de survivre à une nuit glaciale derrière une boulangerie, recroquevillée entre des sacs abandonnés, entourés de l'odeur de pain rassis. La température était tombée à -4 degrés. Il cherchait simplement un abri. L'atmosphère dans la salle était froide et indifférente. Au fond, le procureur s'agitait avec sa cravate, visiblement impatient. L'avocat commis d'office ne s'était même pas présenté. Pour la plupart des personnes présentes, ce n'était qu'un dossier banal, un sans-abri de plus troublant l'ordre public. Rien d'inhabituel. Mais la juge Chiara Russo vit autre chose. Depuis son siège, elle parcourait le dossier avec la routine détachée de celle qui a vu trop de cas semblables. Page après page, jusqu'à ce qu'un détail la fasse s'arrêter. Son regard se figea sur un nom, Marco Bianchi. Une vague d'émotion la traversa. Son dos se redressa. Ce nom, elle l'avait déjà lu. Pas dans des documents judiciaires, mais dans des lettres. Les lettres de son frère, Luca Russo. Il les terminait toujours par les mêmes mots. « Sans lui, je ne m'en serais jamais sorti. » Luca, le capitaine Russo, avait été tué au combat près de 20 ans auparavant. Mais avant de mourir, il avait parlé d'un homme qu'il admirait. Un lieutenant discret et déterminé qui lui avait sauvé la vie pendant un affrontement. Elle leva les yeux vers l'accusé. Il était assis, la tête baissée, les yeux vides, les épaules affaissées. La vie l'avait transformé au point de le rendre méconnaissable. Pourtant, au fond d'elle, elle savait, c'était lui. La gorge de Chiara se serra. Elle se força à rester calme, mais sa main tremblait légèrement en tenant son stylo. La solennité de la salle paraissait soudain absurde. L'homme dont son frère avait tant parlé, celui qui avait été un héros, était maintenant enchaîné parce qu'il n'avait nulle part où aller. Tandis que le procureur énumérait les accusations, Chiara entendait à peine ses mots. Ses pensées étaient ailleurs, dans ses lettres, dans l'odeur de sable et de fumée qui semblait en émaner, dans ces histoires qui finissaient toujours par des remerciements envers un homme oublié de tous. Sauf d'elle, elle s'en souvenait. Quand le procureur demanda une peine de déplacement limitée et de travaux d'intérêt général, Marco ne réagit pas. Il resta parfaitement immobile. C'était comme s'il avait déjà accepté tout ce que la vie avait décidé pour lui. Sans prononcer un mot, la juge Chiara écrivit un mot, le plia et le remit à un agent avec un message silencieux. Escortez-le immédiatement auprès de l'avocat Alessandro Ferretti. L'agent n'hésita pas. Il quitta la salle aussitôt. À ce moment-là, Marco leva brièvement la tête. Leurs regards se croisèrent. Chiara voulut parler, mais elle ne put pas. Pas à ce moment-là. L'audience continua. Mais tout avait changé. La procédure suivait son cours habituel, mais Chiara n'était plus vraiment là. Son corps restait assis dans le fauteuil du juge, droit et professionnel, mais son esprit était ailleurs, dans la voix de son frère, résonnant comme un écho. Luca avait toujours parlé de ce sergent avec respect, comme un fils parlerait d'un père. Il racontait comment l'homme restait calme sous les tirs, comment il ramenait les blessés en sécurité, comment il n'abandonnait jamais personne. « Il m'a tenu la main quand je pensais mourir », avait un jour écrit Luca. En 3 jours passés avec lui dans la jungle, j'ai appris plus qu'en 3 ans d'entraînement. Si je rentre un jour, je veux que tu le rencontres. Mais elle n'en eut jamais l'occasion. Luca était revenu, mais pas pour longtemps. Et maintenant, près de 20 ans plus tard, l'homme qui lui avait sauvé la vie réapparaissait. Non comme un héros, mais comme un accusé.
Chiara ne savait pas ce qu'elle ressentait exactement, de la colère, de la culpabilité, une immense tristesse. Probablement les trois. Marco restait silencieux, figé. Quand il parla enfin, sa voix était faible et lasse. Il expliqua qu'il avait d'abord frappé à la porte de la boulangerie. Il ne voulait pas s'introduire. Il cherchait juste un endroit où le froid ferait un peu moins mal. « J'avais juste besoin d'un endroit pour m'allonger », murmura-t-il. Ce furent ses seuls mots ce jour-là. Puis, les portes de la salle s'ouvrirent brusquement. Un homme grand, en costume sur mesure, entra, le regard calme et concentré. Il rompit le silence pesant. « Je suis Alessandro Ferretti, avocat de la défense. Je représenterai l'accusé. » Le procureur leva un sourcil agacé. « Un volontaire de dernière minute ? C'est inacceptable. » Mais Chiara ne réagit pas. « Autorisation accordée. Vous pouvez poursuivre, maître Ferretti. » Alessandro Ferretti n'était pas un avocat ordinaire. Il était connu pour gérer des affaires complexes et à fort enjeu. Les tribunaux comme celui-ci étaient bien en dessous de son niveau habituel. Mais il était là, pour des raisons que seule Chiara comprenait. Il consulta le dossier avec rapidité et précision. Il posa des questions directes, fermes, demanda une suspension d'audience, contesta les bases juridiques de l'accusation. En quelques minutes, Alessandro démantela les charges, recentrant le débat sur la justice et la compassion. « Il n'y a aucun crime ici », plaida-t-il. Il n'avait pas l'intention d'occuper ou de rester. Cet homme avait froid, il était désespéré, abandonné par le système. Le procureur répliqua, évoquant des récidives, mais Alessandro répondit calmement. La seule chose qui se répète, c'est l'échec de la société à l'aider. La salle tomba dans le silence. Pendant tout ce temps, le regard de Chiara ne quittait pas Marco. Il semblait ailleurs, comme s'il dérivait hors de la réalité. Il ne semblait ni remarquer Alessandro, ni savoir où il se trouvait. Mais Ferretti commençait à soupçonner quelque chose de plus profond. Ce n'était pas un simple sans-abri. Il y avait quelque chose dans sa posture, malgré la misère. Quelque chose de discipliné, quelque chose de noble, enfoui sous des années d'oubli. Après l'audience, Alessandro retrouva Chiara dans le couloir. « Qui est-il » demanda-t-il. Elle hésita. « Il a sauvé la vie de mon frère » répondit-elle. Alessandro resta silencieux un instant, puis hocha la tête, le regard fixé droit devant lui. « Alors, nous ne laisserons pas cela passer inaperçu. » Ferretti n'était pas connu pour s'impliquer émotionnellement, mais cette affaire était différente. Il y avait quelque chose chez cet homme. Dans les jours qui suivirent, Alessandro commença à fouiller dans le passé de Marco. Il débuta avec ce qu'il pouvait consulter, fichiers publics, dossiers militaires, registres de décoration. Mais quelque chose clochait. Il manquait trop d'informations. À la place d'opérations détaillées, il trouvait des résumés flous. À la place de rapports médicaux clairs, des blancs. On aurait dit que quelqu'un l'avait effacé, morceau par morceau, du système. Déterminé, Alessandro alla plus loin. Il contacta des connaissances dans l'armée, fit appel à de vieux services. L'un de ses anciens clients, un colonel à la retraite, fut stupéfait en entendant le nom. Marco Bianchi, cet homme était une légende, l'un des meilleurs sous-officiers que j'ai jamais connus. Que fait-il dans la rue ? Mais personne ne savait ce qui s'était passé après sa libération. C'était comme s'il s'était évaporé. Au centre de détention où Marco était retenu pour le moment, Alessandro tenta de briser le silence. Il apporta du café, des couvertures propres, posa des questions avec douceur. Mais Marco parlait à peine. Souvent, il restait assis pendant des heures, les yeux rivés au sol. Quand il parlait, c'était comme si le temps se mélangeait. Ses paroles flottaient entre passé et présent, comme s'il était toujours en pleine guerre. Il évoquait des gens qu'Alessandro ne connaissait pas, sauf un nom. « Luca, Luca !» Ce gamin n'écoutait jamais, murmura Marco un après-midi calme. Son épaule était foutue, mais il voulait encore retourner au combat. Alessandro ne répondit rien. Il écouta simplement, laissant le silence respirer. Puis un jour, il apporta quelque chose avec lui, un vieux dossier usé.
Il s'assit en face de Marco et posa doucement une photo fanée sur la table. Elle montrait un groupe de soldats dans la jungle. L'un d'eux, un jeune homme aux bras blessés, souriait légèrement sur le côté. « C'est Luca Russo ?» demanda Alessandro d'une voix douce. Marco regarda l'image et se figea. C'était comme si le temps s'arrêtait. Pour la première fois, ses yeux vides s'animèrent d'une étincelle de reconnaissance. Sa main trembla en touchant la photo. Sa voix n'était qu'un souffle. « Je l'ai sorti en le tirant par le gilet », dit-il. Sa jambe était en morceaux, déchiquetée par les éclats. Il m'a dit qu'il voulait rentrer chez lui, qu'il voulait que je rencontre sa sœur. Une pause. Il m'appelait le vieux têtu. Le silence qui suivit en dit plus que tous les mots. À cet instant, Alessandro comprit enfin, cet homme n'avait rien oublié. Il portait encore tout, chaque blessure, chaque souvenir, chaque promesse non tenue. Ce même soir, Alessandro était dans son bureau, à revoir une nouvelle fois les dossiers de l'affaire. Quelque chose qu'il avait manqué jusque-là refit surface. Une mention dans une récente déclassification de documents militaires. Il se connecta au portail, soumit une demande et attendit. 48 heures plus tard, la vérité apparut sur son écran. Des détails d'une mission, une embuscade, le nom Marco Bianchi. Sous un feu nourri, il avait sauvé 4 soldats, tenu la ligne de défense et aidé l'unité à se replier en sécurité. Blessé, il avait refusé l'évacuation pour rester protéger les autres. Il avait été proposé pour une décoration nationale, mais les démarches n'avaient jamais été finalisées. Tout cela avait bien eu lieu. Chaque mot était vrai. Alessandro imprima les documents et surligna les passages clés. En regardant les feuilles étalées sur son bureau, il s'arrêta un instant. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un homme avec un passé rempli de services, de sacrifices et d'honneur. Un homme effacé de la mémoire. Il prit son téléphone. « Chiara ?»« Oui. »« Il n'a pas seulement sauvé ton frère, il a sauvé tout un peloton. » Un silence, puis elle répondit d'une voix basse mais déterminée. « Apporte tout, nous ne faisons pas que le défendre. Nous allons montrer à ce pays qui il est vraiment. » 2 semaines plus tard, la salle d'audience était méconnaissable. L'homme qui autrefois se tenait seul, en haillons, apparaissait désormais aux côtés de l'un des avocats les plus respectés de la ville. Devant eux, une pile de documents, chacun contenant un fragment de vérité. Alessandro se leva calmement et commença. Il présenta non seulement des rapports, mais une chronologie. Il guida la cour à travers chaque vide, chaque détail ignoré, chaque nom effacé par le système. Il lut des extraits de documents militaires. Il souligna des dates cruciales. D'après les nouvelles preuves, Marco Bianchi avait sauvé la vie d'au moins 5 soldats lors d'une attaque surprise à l'étranger. Il avait été proposé pour la médaille de la valeur nationale. Mais après sa démobilisation, le processus avait été abandonné. Aucune suite, aucune reconnaissance. La salle devint silencieuse. Le procureur, qui auparavant semblait désintéressé, s'agitait maintenant avec ses notes, comme s'il essayait de reconstruire un dossier à partir de cendres. Mais il n'y avait plus de dossier. Puis la juge Chiara autorisa les témoignages. Le premier homme à se présenter était grand, aux cheveux gris, portant un uniforme militaire décoré, le général retraité Pietro Mariani. « Le lieutenant Bianchi m'a sauvé la vie », déclara-t-il. « J'ai été touché à l'épaule et coincé au sol. Il m'a traîné sur près de 100 mètres, sous les balles. Je lui dois tout, mais d'une manière ou d'une autre, on l'a oublié. » 2 autres vétérans témoignèrent ensuite. Chacun raconta ce que cet homme frêle avait fait pour eux. Comment il avait risqué sa vie sans hésiter. Marco restait silencieux. Difficile de dire s'il réalisait qu'il parlait de lui. Puis Alessandro demanda qu'un extrait du dossier déclassifié soit lu à haute voix. Le lieutenant Bianchi a fait preuve d'un courage exceptionnel, restant sous le feu ennemi après avoir évacué des blessés. Ces actions ont permis à l'unité de se regrouper et ont évité d'autres pertes humaines. La pièce resta muette, pas même un froissement de papier. Puis Chiara prit la parole, sa voix stable, bien que ses yeux brillassent d'émotion. « Ceci n'est pas une audience ordinaire.
Ce que nous voyons ici est l'échec d'un système entier. Un homme qui a servi ce pays avec honneur a été effacé par des formalités administratives. Et aujourd'hui, il se retrouve ici non pas comme un héros, mais comme un accusé. Elle fit un geste vers la porte. 2 officiers militaires entrèrent. L'un d'eux tenait une petite boîte bleue. À l'intérieur se trouvait une broche dorée, la médaille de la valeur nationale, remise avec près de 20 ans de retard. Marco la regarda, perplexe. Il lui fallut un instant pour comprendre ce que cela signifiait. Son premier réflexe fut de la refuser. « Non », murmura-t-il, « je n'ai pas pu sauver Luca. Il est mort à cause de moi. » La juge Chiara s'avança, mais plus en tant que juge. Elle marcha sans protocole, simplement en tant que sœur. « Il est revenu grâce à toi », lui dit-elle doucement. « Il est rentré chez lui. Il m'a écrit. Il t'a appelé l'homme le plus courageux qu'il ait jamais rencontré. Et il m'a demandé de te retrouver. » Marco ne répondit pas. Sa voix le trahit. Les larmes coulèrent silencieusement sur son visage. Dans cette salle d'audience, où quelques jours plus tôt on le voyait comme un sans-abri en infraction, chaque personne se leva. Le procureur, le personnel, le public, les soldats. Personne ne dit un mot. Il n'en avait pas besoin. La juge Chiara inspira profondément. Toutes les charges sont abandonnées et l'État est ordonné de rétablir immédiatement tous les droits et prestations dus à M. Bianchi. Alessandro acquiesça d'un léger signe de tête. Marco baissa la tête, mais cette fois, ce n'était pas par honte. C'était un soulagement silencieux. Une semaine plus tard, ce qui devait être une simple comparution administrative devint un moment de justice longtemps attendu. Marco fut convoqué à nouveau, mais cette fois, non comme accusé. Cette fois, pour être honoré. La salle d'audience était plus calme, pas de caméras, pas de journalistes, juste quelques visages importants. Alessandro se tenait à ses côtés, avec 2 officiers en tenue de cérémonie, et Chiara, toujours assise sur le banc. Mais cette fois, elle ne cachait plus ses émotions derrière son rôle. Elle n'était plus seulement celle qui rendait justice. Elle était la sœur de Luca, une personne qui portait la même dette que le pays envers cet homme. Marco entra vêtu d'un costume propre, sa barbe était taillée, il marchait toujours avec une légère courbure, mais cela venait désormais moins du poids de la misère que du souvenir. Un fardeau enfin en train de se lever. On l'appela à s'avancer. Un officier lut à voix haute, claire et forte, pour son courage exceptionnel au combat, sa prise de risque personnelle sous le feu et ses actions ayant sauvé la vie de ses compagnons d'armes, l'armée nationale décerne fièrement la médaille de la valeur nationale au lieutenant Marco Bianchi. La boîte fut ouverte. La médaille brillait sous les lumières. Mais Marco ne bougea pas. Il la regarda comme s'il fixait un souvenir qu'il ne pouvait saisir. Il prit une inspiration tremblante. « Je ne mérite pas ça, dit-il. Il n'a pas survécu. » La salle se figea. Alessandro s'approche de lui, posant une main douce sur son épaule. Mais il est rentré chez lui. Juste assez longtemps pour écrire, pour dire merci, pour parler à sa sœur de l'homme qui lui avait donné cette chance. Alors Chiara se leva. Elle descendit de son siège, sans toge, sans autorité, simplement comme un membre de la famille. « La mort n'efface pas ce que tu nous as donné, dit-elle. Tu as offert du temps à Luca, et tu as donné à ma famille quelque chose qu'on ne pourra jamais te rendre. » Marco ferma les yeux avec force. Un sanglot discret s'échappa. « J'ai seulement fait ce que n'importe qui aurait fait, » murmura-t-il. L'officier accrocha la médaille avec précaution à sa poitrine. Marco la prit entre ses mains, incertain s'il devait la porter ou simplement la tenir. Finalement, il appuya doucement son front contre elle. « Merci, dit-il d'une voix rauque. Merci de ne pas avoir oublié que j'existais. » Puis survint quelque chose d'inattendu. Le procureur, celui-là même qui l'avait accusé, se redressa, leva le bras et exécuta un salut militaire. Lentement, le reste de la salle suivit, sans ordre, sans cérémonie, juste un respect silencieux et unanime.
Plus tard, ce même jour, le gouvernement accorda à Marco Bianchi une pension complète de vétéran, un logement permanent et un accès total aux soins médicaux. Le dossier fut transmis au ministère de la Défense comme reconnaissance formelle à la fois de l'oubli et de la rédemption. Les médias, comme toujours en retard, tentèrent de rattraper l'histoire. Ils voulaient des gros titres, des interviews, de la lumière. Marco refusa tout. Ce qu'il voulait, c'était la paix et un endroit à lui pour dormir. C'est exactement ce qu'il reçut. Un petit appartement avec une cuisine simple, une salle de bain et une table avec 2 chaises. Pour un homme qui avait dormi des années sur du carton et sous des auvents, cet appartement ressemblait à un palais. Il n'y avait rien de grandiose, mais il y avait du confort. Un toit sec, des draps propres, une douche chaude qui fonctionnait. Marco remplissait ses journées de silence. Chaque matin commençait de la même façon, avec un café. Il le préparait lentement, avec soin. Il regardait l'eau bouillir, attendait la mousse et versait la tasse comme si le monde en dépendait. Et peut-être que pour lui, c'était le cas. Il n'allumait jamais la télévision, il laissait les fenêtres ouvertes. Il aimait le bruit de la ville, les klaxons, les pas, les voix lointaines. Cela lui rappelait qu'il n'était plus invisible, qu'il faisait à nouveau partie du monde. Des visiteurs venaient parfois, infirmiers, assistants sociaux, officiers de l'armée avec des formulaires. Mais le seul moment où Marco souriait vraiment, c'était quand Alessandro passait le voir. Il arrivait sans prévenir, avec du pain frais, un peu de fruits et des histoires de la ville. Il parlait peu, mais quand Alessandro s'asseyait à la table, les épaules de Marco se détendaient. Pour la première fois depuis très longtemps, il n'avait plus besoin de se protéger. « Vous tenez le coup, monsieur Marco ?» demandait doucement l'avocat. Marco haussait les épaules. « J'essaie d'apprendre à ressentir la paix. C'est plus difficile que ça en a l'air. » Le sommeil venait rarement. Certaines nuits, il se réveillait en sursaut, trempé de sueur, hanté par des tirs venus d'une autre vie. D'autres soirs, il pleurait doucement sous une couverture. Mais quelque chose avait changé. Il n'avait plus peur de fermer les yeux, et cela faisait toute la différence. Un vendredi tranquille, l'interphone sonna. C'était Chiara. Marco hésita. Il ne s'attendait pas à sa visite. Une part de lui voulut faire semblant de ne pas être là. Des réflexes anciens, nés de la honte. Mais quelque chose lui dit d'ouvrir la porte. Il le fit. Elle était là, un dossier sous le bras, l'expression calme. « Je peux entrer ?» Il hocha simplement la tête. Ils s'assirent à la table de la cuisine. Pendant quelques longues secondes, le seul bruit fut celui de la bouilloire qui commençait à siffler. Chiara fit glisser le dossier sur la table. « Ce sont les lettres de Luca, dit-elle. Elles étaient chez ma mère. Certaines, je ne les avais jamais lues jusqu'à récemment. » Marco toucha l'enveloppe avec précaution, comme si elle pouvait se briser. Il déplia une lettre avec une grande délicatesse. Il reconnut l'écriture immédiatement. « Le sergent Bianchi ne m'a pas seulement sauvé la vie, il a sauvé mon esprit. Il m'a appris à rester calme, à tenir bon quand la peur prenait le dessus. Il m'a montré ce qu'est le vrai courage. Si je rentre un jour, je veux que tu le rencontres. Il parle peu, mais ses actes disent tout. » Marco lut chaque mot en silence, puis une autre lettre, et encore une. Certaines parlaient de tirs et de dangers, d'autres de moments calmes remplis de peur. Mais toutes se terminaient sur le même ton, une profonde gratitude. Il prit une inspiration et murmura « Pendant tout ce temps, je croyais que personne ne se souvenait. » Les larmes remplirent les yeux de Chiara. « Le monde oublie, oui, dit-elle doucement. Mais ceux que tu as sauvés ne t'oublient jamais. » Cette nuit-là, Marco dormit profondément. Pas de cauchemar, juste du repos. Pour la première fois depuis des années, le silence n'était pas cruel. Il était sûr. Il trouvait peu à peu son nouveau rythme. Le calme de son appartement n'avait rien à voir avec celui des rues. Celui-ci ne faisait pas mal. Plus de peur d'être réveillé à coups de pied, plus de béton glacé, plus de fuite. Il buvait son café lentement, redressait les cadres sur ses murs, balayait le sol même s'il était propre.
Il commençait à comprendre ce que cela voulait dire. Avoir une place. Puis, un après-midi, la sonnette retentit de nouveau. C'était Chiara. Elle portait cette fois une grande enveloppe beige, mais ne lui demanda pas de l'ouvrir. Elle la lui tendit simplement en disant « C'est pour quand tu seras prêt. Mais plus important encore, Marco, tu y es arrivé. Tu es revenu. » Il acquiesça. Pas de réponse. Il n'y en avait pas besoin. Après son départ, il ne toucha pas à l'enveloppe. Il la laissa sur la table. Il se dirigea vers la fenêtre. Dehors, des enfants se poursuivaient sur la place. Le soleil projetait des ombres douces. Une brise légère faisait frémir les arbres. Et quelque chose d'inconnu se posa dans la poitrine de Marco. Une forme de paix, fragile, nouvelle, mais réelle. Il resta là, quelques minutes, peut-être plus. Puis il parla doucement dans la pièce. J'ai vraiment cru que personne ne se souviendrait, mais cette fois, il n'y avait plus de tristesse dans sa voix, juste la vérité. De l'autre côté de la rue, un jeune garçon en uniforme de cadet militaire s'arrêta, leva les yeux et fit un salut militaire, un simple geste instinctif. Il ne savait pas qui était cet homme plus âgé à la fenêtre. Marco leva légèrement la main en retour et il sourit, faiblement, en silence, mais vraiment. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que personne ne devrait jamais être oublié, appuyez sur le bouton « J'aime » et laissez un simple commentaire. Je me souviens. Parfois, il ne faut rien de plus pour honorer ceux qui le méritent vraiment.